Bonsoir plutôt. Écoutez, je vous souhaite la bienvenue ce soir au nom de François de Mazières, maire de Versailles, qui ne sera pas parmi nous, hélas. Moi, je ne me présente pas parce que je crois que tout le monde me connaît. À force, ça va finir par lasser. Par contre, je vais vous représenter quelqu'un que certains d'entre vous, les plus fidèles, les plus anciens, connaissent déjà, puisque c'est... donc il s'agit de Corinne Pelluchon, qui est derrière moi. Et Corinne, j'ai réalisé avant qu'elle ne vienne ce soir que c'est la 3e fois qu'elle se prête au jeu de ce qui s'appelait même pas les grands amphis d'ailleurs à l'époque. Donc j'en suis absolument réjoui. Mais c'est vrai que voilà, elle a un travail régulier, constant. Elle publie vraiment de manière très régulière et des ouvrages extrêmement intéressants, dont celui dont il s'agira ce soir. Pour autant, je vais la présenter brièvement. Alors, ce que je dis, c'est ce qu'elle aurait pu dire. Hein. Je ne trahirai en rien ce qu'elle est. Mais en tout cas, Corinne, je me permets de t'appeler Corinne quand même, oui. Bon, depuis le temps qu'on se connaît. Donc, Corinne est une philosophe engagée. Voilà. Elle est professeure de philosophie politique et d'éthique appliquée à l'université Gustave Eiffel, ex-UPEM. Ne me demandez pas ce que c'est que l'UPEM, je n'en sais rien. Marne-la-Vallée. Ah, c'est Marne-la-Vallée. Et elle nous présente ce soir l'un de ses derniers livres, parce qu'elle en a publié 2 de manière quasiment concomitante, mais ce soir, elle nous présentera La démocratie sans emprise ou La puissance du féminin, qui vient de sortir, qui est sorti aux éditions Rivage. Je vous le montre, car vous aurez plus de facilité comme cela à le trouver auprès de notre libraire, qui est à la sortie, comme d'habitude, notre libraire Le Livre Bleu, partenaire de nos différentes conférences. Donc, et Corinne se prêtera à l'exercice de la signature, évidemment, à l'issue de cette conférence. Alors, Corinne est agrégée en philosophie. Elle a soutenu en 2003 une thèse intitulée « La critique des Lumières modernes » chez Léo Strauss, et en 2010, une habilitation universitaire intitulée « Bioéthique, écologie et philosophie politique, proposition pour un enrichissement de la philosophie du sujet ». Ces travaux combinent de nombreux champs, mais qui sont tous éminemment actuels, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de philosophie morale, de politique, d'éthique biomédicale, de respect du vivant, d'environnement, de la cause animale qui lui tient à cœur, de réflexion sur la vulnérabilité et la corporéité. C'est vous dire l'étendue des champs qu'elle couvre. Mais pour autant, évidemment, vous l'aurez compris, ils se recoupent tous, ils se répondent tous, car le travail et la pensée de Corinne Pelluchon est d'une grande cohérence. Et effectivement, elle mérite d'être suivie sur la longue durée avec une évolution constante dans sa pensée qui fait qu'il était nécessaire et naturel que l'on la fasse revenir une 3e fois à Versailles. Elle est convaincue qu'il faut élaborer une nouvelle philosophie de l'existence capable d'articuler justice, démocratie, écologie et éthique de la considération, ce à quoi elle s'attelle depuis de nombreuses années, de nombreux ouvrages. Et elle a publié de nombreux ouvrages qu'on peut qualifier vraiment de fondamentaux. Les nourritures, philosophie du corps politique en 2015, le manifeste animaliste en 2017, une éthique de la considération en 2018, s'il en est besoin, on sait par les temps qui courent, et un essai plus récent, L'être et la mer, pour un existentialisme écologique qui est paru en 2024, qui constitue encore une nouvelle étape dans sa pensée, parce qu'elle y questionne un autre rapport à l'eau, à la mer, à la planète. Mais là, elle va nous parler de quelque chose qui n'est pas si loin et en même temps qui est beaucoup plus dans l'ordre de la philosophie politique qui a marqué ses travaux précédents, puisqu'elle vient nous parler donc de cet ouvrage « La démocratie sans emprise ou la puissance du féminin ». Merci Corinne d'être parmi nous. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Vous m'entendez bien? Oui, d'accord. Alors, donc, je vais vous présenter ce livre d'abord avec une introduction indiquant l'objectif que j'ai suivi et d'abord l'idée essentielle qui peut sembler étrange, c'est que la démocratie a besoin d'amour. Alors, lequel? Il s'agira donc d'insister sur l'énergie saine et le désir de vivre ensemble, sans lesquels une démocratie ne fonctionne pas bien. Et moi, dans ce livre, j'ai voulu surtout souligner la vulnérabilité des personnes actuelles aux solutions autoritaires, voire totalitaires du politique, et expliquer les ressorts inconscients qui
rendent compte ou qui peuvent rendre compte de l'adhésion d'une partie de la population, plus en plus importante, à des discours de haine, voire à des discours d'extrême droite, sans juger, mais en essayant de caractériser l'intrigue qui se noue entre une population et des leaders qui ont des propos allant à l'encontre de la démocratie, en tout cas de ses piliers, et surtout voulant, par les voies démocratiques, éveiller, réveiller des instincts nationalistes et eux-mêmes pratiquant ce que j'expliquerai tout à l'heure, une psychanalyse à l'envers, détournant l'attention des personnes de la recherche des causes, des problèmes multiples que nous avons, vers la désignation de coupables. Et alors, au lieu de m'en tenir seulement à ce diagnostic que je vais préciser en parlant d'emprise, je vais également tenter de proposer quelques remèdes, car la question de dépasser un rapport de domination envers les autres humains, mais aussi envers la nature, à l'extérieur de nous-mêmes, et peut-être envers notre propre nature, la volonté et la nécessité aussi de dépasser ces rapports de prédation qui nous conduisent à l'effondrement, mais également qui témoignent d'une déshumanisation, eh bien, cela peut aller de pair avec la proposition d'un projet politique démocratique et écologique, l'écologie étant, pour moi, non pas seulement réduite à sa dimension environnementale liée à la lutte contre le réchauffement climatique et l'érosion de la biodiversité, mais ayant un sens existentiel, fort et social, puisqu'elle est la manière d'habiter la Terre de manière juste et en partageant les ressources avec les autres. Et donc, mais cela, on ne peut pas le présenter comme cela, sans tenir compte de l'érosion du lien social et de tous les obstacles à l'émancipation individuelle et collective, de tous les obstacles à ce projet que moi, précédemment, j'avais appelé les Lumières à l'âge du vivant. C'est-à-dire que dans ce livre, j'ai essayé de vraiment prendre au sérieux les obstacles à une politique disons, démocratique et écologique, et sans le juger, comme vous le disiez, prendre au sérieux également les mouvements, ou plutôt l'intrigue qui se noue entre une population et certains leaders qui, justement, engagent cette population vers un discours ou guerrier ou nationaliste, en tout cas un discours souvent de haine. Alors, j'ai 4 points. Donc d'abord, je vais parler en m'appuyant sur des penseurs qui, selon moi, ont fait un diagnostic très fort. Je vais parler d'une psychanalyse de l'envers et de l'emprise, puis dans une partie 3, je parlerai des principes de la démocratie, mais aussi en définissant la démocratie comme un régime politique qui répond à notre condition engendrée, vulnérable et mortelle. Ce sera donc les points 3 et 4. Et là, donc avec l'idée que justement la démocratie repose sur la prise au sérieux, l'acceptation de notre condition, et cela est très important aujourd'hui, je crois, de le dire, puisque il y a outre-Atlantique des courants qui justement associent une sorte de néofascisme et un projet transhumanisme qui est lié à aussi le refus de la condition humaine, des limites, etc. Alors, premier point, la psychanalyse à l'envers. Ça ne vient pas de moi, cette expression, ça vient de 2 penseurs, Léo Leventhal et Norbert Gutermann, qui dans les années 40, réfugiés juifs allemands aux États-Unis, analysent les raisons pour lesquelles des antisémites et fascistes eh bien, aux États-Unis, dans les années 40, donc, ont tant de succès. Alors, ils vont analyser les discours et tout un tas de choses pour désigner des invariants, afin de faire comprendre justement la fascination quasi-hypnotique que ces personnes exercent. Et ils disent que justement, alors, ce n'est pas seulement un travail de psychologie ou de psychanalyse, même s'il s'appuie sur les travaux de la psychanalyse, c'est aussi un travail qui se situe à l'articulation entre la structure psychique, notre subjectivité, et les structures socio-économiques. Ils prennent, ces auteurs, au sérieux le stress particulier que la modernité tardive, ou la modernité tout court, impose aux individus en raison de l'atomisation de la vie dans les grandes villes, de
de ce qu'on peut appeler le capitalisme, aussi de la technique, aussi du fait que beaucoup d'individus se sentent superflus, jetables, impuissants devant les restructurations très importantes qui ont lieu dans la deuxième partie du XXe siècle, mais également avant. L'industrialisation, la technique, l'atomisation, etc., les vies dans les grandes villes, c'est des thèmes, l'accélération qu'on trouve chez tout un tas de sociologues allemands qui ont été au cœur d'un courant de pensée qui a aujourd'hui 102 ans, la théorie critique, dite aussi École de Francfort. Mais eux, eh bien, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils analysent la stratégie des populistes d'extrême droite en montrant qu'il s'agit d'une psychanalyse à l'envers. Ça veut dire quoi? Une psychanalyse, c'est mettre des mots, M-O-T-S, sur nos mots, M-A-U-X, en essayant de voir les liens, les nœuds qui expliquent tel ou tel comportement, etc. C'est l'idée qu'à une souffrance, eh bien, on doit essayer d'identifier les causes pour atténuer du moins ce mal-être, ce malaise. Eh bien là, ils disent les populistes d'extrême droite ne créent pas le malaise social, mais ils l'attisent et surtout ils détournent l'attention de la recherche des causes multiples de ces malaises vers la désignation de coupables qui incarnent le déclassement dont les personnes ont peur et à l'égard desquels les citoyens et citoyennes vont décharger une agressivité les soulageant un moment. Ils ont cette métaphore disant que, à la différence de médecins qui diraient qu'il faut un remède, eh bien, les populistes d'extrême droite poussent les individus à gratter la plaie pour soulager momentanément eh bien, les personnes. Alors, la notion de malaise social qu'on doit évidemment à Freud dans ce grand texte « La malaise dans la civilisation », Unbehagen, in der Kultur, eh bien, ils reprennent là, et le mot malaise, il est très important parce qu'il est assez flou. Il désigne un état de stress ou de mal-être chronique avec l'idée qu'il y a plusieurs causes qu'on a du mal à identifier. Et d'ailleurs, c'est un texte, enfin, c'est une notion qui nous parle, puisqu'il y a effectivement dans la modernité un ensemble de causes objectives, de structures socio-économiques, donc propres aux sociétés contemporaines, qui produisent une sorte de désubjectivation, un sentiment de ne plus appartenir au monde, ou bien un sentiment que ce monde est froid et ne répond pas, et donc que les personnes ne trouvent plus du sens, on dirait. Et les personnes se sentent impuissantes et insécures. Et la tentation, dans ce contexte, qui est aussi le nôtre, j'en parlerai, elle est grande, la tentation de commuer son sentiment d'impuissance en toute puissance, de commuer son sentiment de vulnérabilité et sa peur du déclassement en sentiment d'orgueil national, en sentiment d'être supérieur aux autres. On voit donc les ressorts inconscients d'une sorte de manipulation, une psychanalyse à l'envers, et il y a l'idée de dévoyer l'énergie sociale, vous voyez, de la recherche des causes, de l'enquête, des multiples causes d'un mal-être, d'un malaise qui lui-même est complexe, détourner l'attention vers la désignation de coupables qui vont faire accroire aux personnes qu'on a réglé tous les problèmes, qu'il y a des responsables et ces victimes ou ces proies à chasser sont à la fois fortes et faibles, elles sont à la fois les personnes qui sont vulnérables, qui ont été déplacées, les personnes venues d'ailleurs, ou c'est aussi une élite, entre guillemets, qui serait considérée comme responsable du mal ou considérée comme profitant des situations. On voit que ces textes, c'est très ce diagnostic extrêmement actuel. Alors, il souligne aussi le fait que la particularité de ces prophètes du mensonge qui attisent le mal-être, qui poussent à gratter la plaie et qui induisent un comportement de paranoïa, faisant perdre aux individus aussi leur jugement, leur sens critique, eh bien, leur particularité, c'est de créer ou de savoir créer de la proximité avec celles et ceux qu'ils souhaitent convertir à leur cause. Donc, ils recherchent une adhésion affective et libèrent aussi des sentiments refoulés
en dirigeant donc des pulsions destructrices vers des boucs émissaires. Donc c'est très intéressant aussi cette idée, comment notre société, et on peut l'apprendre aujourd'hui, c'est un fil directeur de l'école de Francfort dont je parlais tout à l'heure, comment la modernité, et aujourd'hui on appelle modernité tardive, après les années 90, chute du mur de Berlin, aujourd'hui intelligence artificielle, médias sociaux, comment ça crée un stress particulier, ça a un impact sur le rapport à soi, au monde, aux autres, sur la subjectivité qui rend les êtres vulnérables aux solutions autoritaires ou totalitaires, qui rend les êtres qui crée une sorte de blessure narcissique, car les êtres ont le sentiment de n'être rien et d'avoir un rapport au monde qui leur échappe. Et aujourd'hui, beaucoup de sociologues parlent de l'accélération, qui n'est pas seulement la vitesse, mais qui est le fait qu'il y a de plus en plus d'événements dans une vie, de plus en plus de choses, de plus en plus de production et d'objets, mais également qu'il y a une désynchronisation entre le temps de la technique qui va très vite, de l'économie, et le temps de la politique où il faudrait justement délibérer et où c'est un petit peu plus laborieux. Il y a également une désynchronisation entre les générations, ce que nous avons appris au fil de notre vie servant peu les plus jeunes en raison justement de ces innovations technologiques qui vont très vite. Donc tout cela crée une sorte de situation objective de fragilité et de fragilisation du lien social dont j'ai rappelé au départ qu'il était indispensable à la démocratie, laquelle n'est pas seulement un ensemble d'institutions, droit de vote, liberté d'expression, liberté de religion, mais se repose sur le désir de vivre ensemble, qui est, disait Hannah Arendt, l'espace entre les personnes, et qui suppose aussi l'institution progressive du bien commun, qui n'est pas donc dans le ciel des idées, mais qu'on va définir peu à peu en fonction des nouvelles données, mais aussi des nouveaux arrivants. Donc ça suppose, vous voyez, une sorte de maturité, une sorte de capacité à différer ensemble, à parler un langage commun, même quand on a des horizons et des intérêts divergents. Donc c'est très exigeant, la démocratie. Or, l'adhésion d'une partie de la population aujourd'hui à des discours finalement carrément hostiles à la démocratie, et en tout cas à certains de ses ressorts, comme l'idée de l'unité du genre humain, les droits de l'homme, l'accueil des autres, eh bien, cette adhésion à des discours qu'on peut appeler, faute de mieux, néofascistes, eh bien, s'explique non pas par le programme intellectuel, économique, culturel, politique de ces leaders, mais par une sorte de code transmis en morse, dit Leventhal. C'est-à-dire que c'est un appel à des pulsions inconscientes refoulées, à une peur du déclassement, et on est donc dans un schéma de manipulation, mais on voit bien que dans ce cas, ce n'est pas avec des arguments qu'on peut vaincre c'est ceux-là, que ces leaders qui n'ont finalement pas besoin d'avoir des programmes politiques ou économiques très structurés, mais dont l'appel aux ressorts inconscients eh bien, fait la force, pour ainsi dire. Alors moi, je vais juste, avant d'aller plus loin et d'amener ma proposition qui relève de ce que j'appelle l'emprise, eh bien, je voudrais rappeler que certains politistes américains, d'ailleurs, qui sont à Harvard, ont fait un livre tout à fait intéressant, How Democracy Die, qui a été traduit en français il y a quelques années, Comment la démocratie meurt, et ont rappelé, qu'il y a toujours eu des autocrates, voire des gens qui pouvaient menacer la démocratie, ne s'en privaient pas. Mais que les partis politiques, notamment le Parti républicain aux États-Unis, avaient toujours fonctionné comme un gatekeeper, faisait que les personnalités autocratiques eh bien, étaient maintenues comme des outsiders. Donc il y avait ce rôle de filtrage. Aujourd'hui, il a un peu disparu. Il faut s'interroger aussi
faut se demander pourquoi. Mais surtout, il dresse une liste de comportements qui signalent quelqu'un qui n'est pas capable d'exercer le pouvoir de manière démocratique et qui relève de l'autocrate. Alors, il y a plusieurs indicateurs, mais selon moi, ils ne vont pas assez loin, car ces indicateurs-là concernent tous les autocrates, qu'ils soient de droite et de gauche, et ils ne distinguent pas suffisamment ce qui caractérise un autocrate ou un non-démocrate, si vous voulez, qui sera fasciste d'un autre. Puisqu'il y a eu, on le sait, hein, il y a eu une fascination exercée par Staline, il y a eu du totalitarisme stalinien, donc à gauche. Hein. Mais qu'est-ce qui caractérise le néofascisme? Alors, d'abord, avant de proposer, moi, ma caractérisation, je voudrais rappeler ce qu'ils disent sur les indicateurs. Alors, c'est, par exemple, la contestation de la légitimité des opposants politiques. C'est un indicateur qui témoigne du fait qu'on a affaire à un candidat qui sera, une fois qu'il aura le pouvoir, autocrate, donc qui ne respectera pas les règles du jeu, parce que la démocratie suppose un certain nombre de dispositions morales pour fonctionner, hein, une sorte de fair play, d'accepter le résultat des urnes. Le deuxième indicateur, c'est justement les règles du jeu démocratique. Le troisième, c'est la propension d'un politicien à restreindre les libertés civiques et à museler les médias. Ça, c'est en général un signe de personnalité autocrate, etc. Mais, encore une fois, on pourrait dire que si tout fasciste est autocrate, tout autocrate n'est pas fasciste. Alors, qu'est-ce qui caractérise justement les populistes d'extrême droite, et plus précisément, hein, pourquoi ils ont tant de succès aujourd'hui, hein? Alors, c'est mon deuxième point, l'emprise. Il y a un livre qui est majeur dans les années 50, Théodore Adorno, tête de file de cette école critique, théorie critique, avait conduit des études empiriques visant à saisir ce qui conduit des personnes à adhérer à des discours antisémites, xénophobes, etc. Et il dit, c'est très intéressant, que c'est la perte d'expérience du monde. C'est donc l'expérience d'une sorte de mutilation subjective qui est plus importante que le niveau d'études, que le salaire, le pouvoir d'achat. Et c'est vrai. C'est tout à fait, toutes les études dans ce gros livre qui s'appelle « Enquête sur la personnalité autoritaire » le révèlent plus profondément. Moi, j'ai voulu vraiment essayer de comprendre l'intrigue qui se noue entre des personnes qui tout à fait intéressantes, tout à fait structurées, et les populistes d'extrême droite qui parfois vont conduire des politiques de guerre ou qui vont d'ailleurs amener des politiques économiques tout à fait défavorables à celles et ceux qui ont voté pour eux. Alors j'ai appliqué la catégorie de l'emprise à cette intrigue. La notion d'emprise, on la trouve corrélée à celle qui est un peu célèbre aujourd'hui, mais je vais essayer d'expliquer rigoureusement ce qu'elle signifie et pourquoi je l'applique aux politiques, à celle de perversion narcissique. La grande idée, quand j'ai dit tout à l'heure, la démocratie suppose l'amour, a besoin d'amour, c'est aussi, je m'appuyais sur un auteur, Erich Fromm, qui disait qu'il y a un décalage entre nos possibilités technologiques, tout ce qu'on peut faire très vite aujourd'hui, et notre maturité, et parce que nous avons une sorte de narcissisme, et que si on ne dépasse pas cette immaturité psychique et ce narcissisme, des catastrophes politiques sont à prévoir. Eh bien, il y a et bien sûr le narcissisme, la blessure narcissique, le fait de se sentir nul, de ne pas travailler cette blessure-là, de vouloir la fuir et donc de la compenser par un comportement de toute puissance et même de violence ou de domination, ça conduit à l'agressivité. Qu'ajoute la notion de perversion narcissique au simple narcissisme dont Freud avait déjà montré qu'il générait l'agressivité, etc. Eh bien, en 86, donc Paul-Claude Racamier ajoute cette notion de perversion narcissique. Il a défini comme une façon organisée de se défendre de toutes les douleurs et contradictions internes, sentiment de ne pas être bien, etc., et de les expulser pour les faire couver ailleurs, tout en survalorisant aux dépens d'autrui.
Autrement dit, un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a besoin d'écraser autrui, d'anéantir autrui et de faire à autrui ce qu'il veut qu'il fasse pour effacer son sentiment d'impuissance et pouvoir justement exister. Donc moi, si vous voulez, ce que j'ai essayé d'analyser, prenant au sérieux cette fragilité psychique que nous avons aujourd'hui, nous contemporains, à l'égard des discours qui nous font oublier notre sentiment d'inquiétude, notre angoisse de l'avenir et notre vulnérabilité, eh bien, j'ai voulu travailler sur le fait qu'il s'agit d'une soudure narcissique. Et de toute façon, quand il y a une fascination quasi hypnotique entre un chef et une population, c'est pas que ce chef serait particulièrement charismatique, ça peut être le cas, mais c'est qu'il y a un lien, il y a un jeu de miroir. Et cette soudure narcissique, elle est dans le cas des leaders d'extrême droite particulièrement importante parce qu'on a quand même des personnes qui, pensons à l'histoire, sans parler de la situation actuelle, qui vont être amenées à avoir leurs instincts agressifs, leurs pulsions de mort complètement réveillées et qui vont commettre des actes de violence. Mais c'est vraiment l'idée aussi, vous voyez, d'une séduction qui, au départ, joue la carte de la proximité affective, mais qui, d'emblée, est une domination, puisque le but, c'est d'amener les personnes à, justement, être emportées par un sentiment de fierté nationale et à faire ce que les populistes d'extrême droite désignent. Alors la notion d'emprise, en fait, elle est intéressante parce que c'est la réponse pathologique à une demande légitime qui n'a pas été entendue, à un besoin de considération, à un besoin de reconnaissance, au besoin de se sentir important et pas insignifiant. Donc du coup, c'est pourquoi le discours d'extrême droite, qui est aussi, comme le montrait Wilhelm Reich, qui est en Allemagne, qui était psychiatre et qui a reçu dans son cabinet de psychiatre tout un tas de gens qui qui ont adhéré ensuite au nazisme. Il dit dans ce livre magnifique, qui est très court et très beau, Grand petit homme, il dit que justement, c'est des gens qui montrent que le fascisme, c'est la réaction irrationnelle à une frustration. Et l'idée aussi, encore une fois, et c'est ça qui m'intéresse, c'est pas le jugement, c'est l'idée de ne pas travailler sur ses blessures, c'est l'idée de ne pas les exprimer, mais au contraire, psychanalyse à l'envers, d'enfouir ses propres blessures narcissiques et de commuer son impuissance en toute puissance, sa vulnérabilité en domination, de réprimer justement ce sentiment qu'on a d'être fragile et justement d'exercer sa violence sur d'autres et pour oublier un instant justement qu'on n'est que ce qu'on est, et qu'on est dans une situation où on est dépassé ou par les technologies ou par l'économie, etc. Donc il y a vraiment l'idée du lien entre le fascisme et la blessure narcissique, des frustrations, une peur d'être envahi, détrôné, et c'est évidemment cette terreur qui va être exploitée avec l'idée que non seulement il y a cette psychanalyse à l'envers, on ne pousse pas les individus à travailler sur leurs blessures, mais au contraire à les réprimer et à décharger sur autrui ces contradictions internes, mais il y a l'idée aussi non pas d'un système philosophique très cohérent, mais de manipulation, de flatterie et en même temps de reproches qui vont amener les personnes à justement être de plus en plus dépendants d'un leader et à avoir un rapport au monde paranoïaque, donc à perdre leur jugement. C'est vraiment ça et à étrangler en eux tout sentiment de la grandeur des humains. Alors il dit, c'est très intéressant, que le petit homme qui donc a perdu le sens de ce qu'il y a de meilleur en lui-même et l'étrangle ou l'assassine partout où il le trouve. Wilhelm Reich, 1948, Écoute petit homme. Il dit vraiment, et il explique pourquoi justement le parti nazi, qui au départ avait une brève
une brève histoire et peu de doctrine, hein. Bon, il est né, il a réussi dans un milieu et une culture rationaliste et humaniste en entraînant les masses. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors, là aussi, il y a aussi toute une réflexion à mener sur la stratégie des leaders d'extrême droite. Et il y a des invariants liés à justement cette séduction, ce jouet de la proximité, de la fusion, la manipulation avec la flatterie et l'éloge, une sorte de fierté nationale, hein, qui gomme ses blessures, et puis malheureusement, après la domination et l'appel à la violence, parce que en fait, bon, on peut considérer qu'il y a eu, je l'ai dit à gauche, des totalitarismes staliniens, qu'il y a des mouvements autocrates à gauche, hein, mais il y a quand même une doctrine assez précise dans les mouvements très à gauche ou de gauche radicale. On peut dire que, d'ailleurs, elle est tellement précise qu'elle pousse certains à vouloir l'appliquer par tous les moyens, ou en tout cas sans discuter, alors que ce qui caractérise les mouvements fascistes, c'est qu'ils font flèche de tout bois, qu'ils recyclent tout. Par exemple, s'ils sont dans un pays laïque, ils joueront la carte de la laïcité. S'ils sont dans un pays plus avec une importance de la religion au niveau social, ils joueront cela. Ils détournent aussi les symboles et puis ils rendent folle la raison pour justement, on voit bien que ce n'est pas avec les arguments rationnels qu'on peut les combattre, mais en prenant conscience d'abord des ressorts inconscients de nos comportements destructeurs et en essayant non pas de fuir devant notre peur qui aujourd'hui est énorme en raison des guerres, en raison de la menace terroriste, en raison du réchauffement climatique qui est trop grand pour nous, qui est aussi nous prive d'horizon à terme, puisque nous pouvons, le réchauffement climatique, c'est la possibilité de l'effondrement. Donc il y a quand même, la situation actuelle est particulièrement propice à une peur, et comme nous sommes des analphabètes de la peur, nous n'apprenons pas à identifier ce qu'elle signifie, sa dimension cognitive, ce qu'elle recèle, et comme on n'arrive pas à la traverser, mot que j'aime bien, à l'endurer pour non pas la refouler et décharger sur autrui, mais au contraire essayer d'en faire sortir quelque chose, commuer sa peur en engagement, en solidarité, eh bien, on peut tomber, quel que soit son niveau d'études, on peut être séduit par ces discours qui, justement, effacent pour un instant notre peur de n'être pas grand-chose, notre peur de l'avenir, notre sentiment d'insignifiance, notre sentiment d'être dans un monde froid et qui ne nous parle pas, qui ne résonne pas. Alors, du coup, et ça, je crois que moi, mon but, c'était de décrire, hein, parfois, donc je décris ce qu'est la manipulation psychique, en la prenant d'abord dans le terrain où elle a été expliquée, hein, le couple, le travail, puis je l'importe, pour ainsi dire, dans le domaine politique, avec certaines précautions, mais pour non pas dire aux gens, vous avez tort de faire voter pour un tel ou un tel, mais pour amener, si possible, les personnes à comprendre comment on peut être manipulé et arriver à penser et à faire ce que d'autres veulent qu'on pense et qu'on fasse, un empoisonnement psychique. Racamier, quand il parle de la perversion narcissique, qui peut détruire des institutions, hein, il parle d'un empoisonnement psychique, mais il parle aussi de la stratégie du coucou. Alors moi j'aime bien les animaux, c'est bien dommage pour l'animal, mais c'est vrai que l'idée c'est qu'au départ on ne les voit pas venir, parce qu'ils disent exactement ce qu'on veut entendre, et vous savez, comme le coucou, hein, elle regarde un petit peu l'oiseau qui va pondre, et puis tout d'un coup, quand les parents partent, elle va, la femelle coucou, déposer son bébé qui va manger comme les autres, sauf que bon, il va devenir bien gros, il va virer les premiers oisillons, etc. Bon, mais il y a l'idée, vous voyez, c'est vrai qu'on peut remarquer aujourd'hui, et c'est un tabou en sociologie comme en sciences politiques, et de réfléchir aux traits moraux nécessaires pour gouverner de manière démocratique, pour
gouverner de manière démocratique, ce qui suppose aussi de parier sur l'avenir, parce que la démocratie repose sur l'incertitude, la confiance. Tout n'est pas joué d'avance, ce n'est pas une logique assurantielle, comme lorsqu'on a une voiture ou quand on fait quelque chose où on sait exactement ce qui va se passer avec une machine à laver, réparer ou pas. Là, il y a la politique, surtout en démocratie, il y a cette part d'imprévisibilité. Mais du coup, voilà, c'est un tabou souvent de parler des traits moraux indispensables pour être gouverné et aussi pour être un citoyen qui fait fonctionner la démocratie. Car aujourd'hui, peut-être plus que jamais, en raison des limites planétaires, en raison du fait que nos choix ne sont plus illimités, les contraintes écologiques, mais aussi la dette, les limitant, des êtres matures sont nécessaires. La maturité supposant non pas seulement la réflexivité à la Emmanuel Kant, ou à la capacité à penser par soi-même au lieu d'avoir un tuteur, mais ça suppose d'être conscient des ressorts inconscients de nos comportements destructeurs et également d'avoir le sens de la limite, de faire de la place aux autres et d'avoir le sens de la limite, c'est-à-dire aussi d'être capable de réfléchir à ce qui est important pour soi, ce qui est suffisant, et sachant que nous sommes entrés, disait Günther Anders, après Hiroshima, dans le temps du délai. Il y a vraiment une rupture de 1945, ce n'est pas seulement Auschwitz, c'est Hiroshima, puisque c'est la possibilité que l'humanité, par la bombe atomique, mette fin à l'humanité, détruise le monde commun. Donc ça, c'est aussi, ça pèse sur les individus. Et au lieu de le fuir, au lieu de le nier, au lieu de le commuer en son contraire, il s'agit d'en prendre conscience pour non pas tomber dans une sorte de catastrophisme non éclairé ou sauf qui peut, mais d'avoir des décisions adaptées et de prendre ses responsabilités. Donc voilà, donc ça c'est vraiment donc ça cette maturité. Et je vais maintenant aborder l'idée de, c'est le troisième point, comment on garde la démocratie, ou plutôt quels sont ses principes, mais pourquoi je le relie à la naissance. Et là je vais aborder le sens de cette expression qui peut vous sembler curieuse de puissance du féminin. Alors la démocratie, dans le livre, je rappelle ces invariants, ces principes qui ne vont pas de soi. Mais là, je vais, puisque le temps quand même file, je vais insister surtout sur le fait qu'elle est la réponse politique à notre condition engendrée, la naissance. C'est Hannah Arendt, grande philosophe, juive allemande et américaine ensuite, qui le dit dans un livre admirable, Conditions de l'homme moderne, dont Ricoeur disait que c'était un livre de la reconstruction, et elle considère la naissance, le fait que chacun d'entre nous, ou que chaque nouveau-né est unique, imprévisible, et que le fait que nous sommes nés veut dire que nous sommes accueillis dans un monde plus vieux, plus vaste que nous, qui est lié aux générations passées, présentes, futures, par la descendance, et qui aussi est lié au patrimoine technologique, culturel, et moi j'ajouterais naturel. Donc ce monde commun qui m'accueille à ma naissance et qui devrait survivre à ma mort individuelle donne une épaisseur et un horizon à mon existence, et la naissance, qui est la venue d'êtres nouveaux, imprévisibles, est justement ce qui fait que la condition humaine est marquée par la pluralité. Il y a une unité de la condition humaine, mais il y a une pluralité essentielle, et la politique, la démocratie, c'est la réponse à cette caractéristique d'être engendré et à cette pluralité de l'humanité, alors que les régimes totalitaires, ajoute-t-elle, font comme si l'humanité était une masse homogène et broient les individus, étouffent les visages, disait Lévinas, sous une totalité. Donc c'est vraiment l'idée, et moi, si vous voulez, donc ça c'est très important, et c'est important parce que ça veut dire aussi que quand nous naissons, nous arrivons dans un monde plus vieux, plus vaste que nous, qui nous oblige au moins à ne pas le détruire, voire à le renouveler, car la naissance est la promesse de renouvellement du monde par un individu qui peut, par ses œuvres, amener quelque chose de neuf et un petit peu déplacer les choses, sortir le monde de la routine, dit-elle. Eh bien, cela signifie aussi que ce monde qui ne connaît pas le nouveau-né, doit aussi lui donner une éducation
le rendant capable de s'intégrer dans ce monde et de produire des œuvres ou des actes dignes de durée. Donc on a là une dialectique entre tradition et modernité, rupture et continuité, mais concrètement, la démocratie n'est rien sans cet amour du monde commun, sans cette potentiel. Alors moi, je vais le prendre avec mon langage, j'appelle puissance du féminin, d'abord puissance, quelque chose, la puissance, c'est pas la force. Potentia en latin, potestas, puissance, potentia, potestas, force, la puissance, domination, c'est, Ricoeur le disait, la démocratie repose sur une dialectique, une tension entre la puissance, le pouvoir instituant du peuple et les instances hiérarchiques qui sont toujours tentées de recouvrir cette voix du peuple, mais c'est une tension qui exige de la part des citoyens qu'ils s'engagent. Mais plus profondément, pour moi, la puissance, c'est pas la force, et je me rappelle et cite ce beau texte sur la guerre de Simone Weil, la philosophe morte à 35 ans, qui disait dans l'Iliade ou le poème de la force conduit à la pétrification de l'âme et fait oublier à chacun qu'il n'est que lui et fait oublier à chacun qu'il n'est pas tout puissant. Au contraire, elle devient celui qui use de la force, eh bien, tombe dans l'empire de la force, je dirais moi dans l'emprise de la force. Et il oublie que la fin d'une guerre est les raisons même pour lesquelles la guerre a été commencée. Au contraire, donc la force nous conduit dans une sorte de dialectique destructrice où nous perdons en perdant les autres. Et moi, j'appelle puissance quelque chose, une potentialité qui a toujours été là, mais qui dort et qui est souvent écrasée par une société dont, dans un livre précédent, j'avais dit qu'elle était régie par le schème de la domination, parce que je ne voulais pas en rester à une simple critique du capitalisme, mais que la domination, elle est liée, elle se manifeste par le besoin de contrôler tout, de dominer autrui, mais aussi et surtout par la prédation envers la nature et les animaux, et elle est liée, c'est toujours une triple domination, des autres, de la nature à l'extérieur de nous et de notre propre nature. Son cœur, c'est la répression de notre condition vulnérable, mortelle, charnelle, engendrée. Il y a une haine de la condition humaine au cœur de l'agressivité. On altérise les êtres même qui sont réduits au corps, à la vulnérabilité, en déchargeant notre agressivité envers eux, parce que justement, ils incarnent une part de nous-mêmes qu'on méprise ou dont on a peur. C'est ça qui est la racine de la violence, en particulier à l'égard des êtres réduits au corps, les animaux, souvent les femmes et certaines minorités. Donc du coup, et moi j'appelle puissance du féminin, une potentialité qui ne s'adresse pas seulement aux femmes, mais à tout le monde, hommes et femmes, et qui est liée, et je dirais tout à l'heure pourquoi elle a un rapport avec le féminisme quand même, elle est liée justement au réveil de l'amour du monde, c'est-à-dire d'un monde qui accueille des êtres toujours nouveaux, imprévisibles, pouvant renouveler ce monde. Et je l'appelle féminin non pas parce que les femmes porteraient des enfants, non pas en raison de caractéristiques biologiques ni de rôles sociaux auxquels les femmes sont souvent assignées. Je l'appelle puissance du féminin parce que c'est vrai que le féminisme est l'histoire des contradictions, même aussi de l'effort et des contradictions des femmes qui, tout au long de l'histoire, ont bataillé pour faire entendre leur voix, mais qui, quels que soient les contextes, sont quand même les gardiennes de la vie et qui ne peuvent pas faire autrement que de parier pour l'avenir, pour la jeunesse, et puis parce que aussi, dans l'histoire des femmes, il y a quand même la corporéité et le temps, en tout cas, elles ne peuvent pas se détacher du corps aussi facilement. Il y a et c'est vrai que l'assignation à certaines places subordonnées peut être aussi l'occasion de quand même manifester ce pourquoi on veut vivre et manifester la puissance de la vie. C'est Antigone, si vous voulez, contre Créon. Mais plus profondément, j'ai vraiment voulu désessentialiser le mot féminin et en même temps voir cette idée d'un pari pour l'avenir, d'un pari pour la différence, d'un pari pour le nouveau et qui fait corps avec le monde commun. Et alors, du coup,
la puissance du féminin, pour moi, c'était une manière aussi de réveiller une puissance et une énergie saine, liée justement à cette ouverture, à la différence, sans laquelle il est très difficile d'amener un projet démocratique et écologiste, et je vais y venir. Car je disais tout à l'heure que la démocratie est la réponse politique à notre condition engendrée. J'ajouterais que la démocratie écologique, ce que j'appelle moi la politique de la considération plutôt, est la réponse à la condition vulnérable et mortelle de l'humain. En effet, moi j'appelle politique de la considération, d'abord j'appelle considération non pas seulement le respect à l'égard d'autrui, mais ce qui rend possible l'attention à la valeur propre de chaque être, eh bien, ça vient aussi justement de la conscientisation de mon appartenance à un monde commun plus vieux et plus vaste que moi, qui est comme une transcendance dans l'immanence et qui élargit ma subjectivité, qui fait que j'ai aussi le désir de transmettre un monde habitable. J'ai dit tout à l'heure que ce monde commun donnait une épaisseur à mon existence. Mais en même temps que je ressens profondément le lien m'unissant aux autres vivants et mon appartenance au monde commun, je sens ma vie comme petite, transitoire. Je ressens ma mortalité, ma finitude. Et il y a quelque chose de très éprouvant dans ce que j'ai appelé la transdescendance, c'est-à-dire ce mouvement d'approfondissement de mon appartenance au monde commun, qui est comme une transcendance dans l'immanence, qui donne naissance concrètement à ce qu'on pourrait appeler la conscience écologique, la solidarité. Annès, Spinoza ont dit à leur manière quelque chose de semblable, mais qui en même temps me fait prendre conscience de ma petitesse, du fait que la plupart des choses que je fais seront oubliées et qu'un jour tout sera fini. Il y a la mort et radical abandon. La mort, c'est la possibilité de mon impossibilité, c'est le tranchant. Elle a un dard, comme disait Lévinas. Peut-être qu'elle perd son dard quand, justement, il y a ce rapport à l'avenir, à la descendance, à l'utopie, dit-il en citant Ernst Bloch et son principe d'espérance. Mais néanmoins, il y a cette idée quand même de l'appréhension de mes limites. Et pour moi, j'ai fait, suite à un psychologue que j'aime beaucoup, Ernst Becker, qui est mort d'ailleurs, lui, très très jeune, à moins de 40 ans, d'un cancer terrible, eh bien, Ernst Becker, dans The Denial of Death, dit que c'est pas le complexe d'Oedipe, ce qui structure une personnalité, c'est le déni de la mort. Il dit la mort génère une telle terreur en nous que la tentation est grande d'être dans le déni et d'user de stratégies de défense, nous protégeant contre ce que la mort a d'effrayant. Et du coup, nous commuons, nous transformons notre sentiment d'impuissance en toute puissance. Nous adhérons à des discours qui nous font croire qu'on peut participer à quelque chose de grandiose ou baptiser le monde, pour parler comme Julien Gracq, ou nous tombons dans le présentisme. Bref, le déni de la mort a des conséquences néfastes à la fois pour la démocratie, pour l'écologie. Et quand, dans une période comme la nôtre, eh bien, l'angoisse de mort est réactivée par les guerres et les mauvaises nouvelles, les stratégies de défense également sont plus fortes. Et surmonter le déni de la mort, ce n'est pas en un claquement de doigts qu'on peut le faire, mais au moins être conscient des conséquences néfastes, destructrices de ce déni de la mort, et essayer de le traverser, eh bien, c'est au cœur justement de l'écologie. Il n'y a pas d'écologie. Souvent, on confond l'écologie avec un discours un peu décroissant, etc. L'écologie, profondément, c'est la sagesse de l'habitation de la Terre, mais c'est aussi une révolution anthropologique, une manière d'habiter autrement la Terre en prenant conscience de nos limites. On ne peut pas assigner des limites à son bon droit de tout faire et de tout consommer si on n'est pas conscient de ses limites, des limites planétaires, de sa faillibilité, et s'il n'y a pas donc cet approfondissement de sa finitude. Donc, et pour moi, le fondement d'une démocratie écologique, c'est la politique de la considération qui suppose que je parte de la fin, de ma fin, mais aussi des limites planétaires, voire du temps compté, ce qu'on appelle le temps du délai. Le fait que le temps est compté pour
amener des politiques responsables pouvant réparer le monde, ou au moins promouvoir un modèle de développement moins destructeur et permettant de maintenir justement ce qui est nécessaire pour l'éducation des plus jeunes, mais aussi pour la cohésion sociale et qui n'hypothèque pas les conditions biologiques et écologiques d'existence. Donc, du coup, la démocratie écologique, c'est pas seulement mettre un peu ou même beaucoup d'écologie dans la politique, c'est écologiser la politique et comprendre que le cœur de l'affaire, c'est de sortir d'un rapport de domination qui s'appuie sur la peur de notre fragilité, mais qui génère un rapport de prédation, une obsession du contrôle et de la maîtrise, une peur de l'incertitude, une incapacité à gérer l'incertitude, et qui s'exprime aussi par la violence envers les êtres qui incarnent cette part de soi dont on a peur. Donc, en particulier d'ailleurs pour moi les animaux, et ce qu'on leur fait chaque jour partout dans le monde n'est pas seulement important pour eux, ça a aussi une dimension stratégique puisque c'est le miroir aussi de ce que nous sommes devenus et de ce que nous ne voulons pas voir. C'est aussi l'un des fers de lance d'une émancipation, en tout cas d'un projet qui pourrait amener à plus d'humanité. Et alors du coup, on voit que la démocratie s'appuie sur la condition humaine, charnelle, vulnérable, engendrée et mortelle. Donc la démocratie est une ressource. Et je vais citer ici Hannah Arendt, qui disait, après avoir écrit ces 3 tomes des origines du totalitarisme, où elle dit enfin à son ancien ami Asperger, enfin j'ai aimé le monde, j'ai mis du temps, on comprend, parce qu'elle a quand même eu un parcours en tant que juif allemande, qui a échappé de peu d'ailleurs au camp. Elle était à Paris quelque temps, mais voilà, en France quelque temps, mais elle a pu, avec son mari, son deuxième mari, s'échapper aux États-Unis. Elle dit, la modernité, les modernes ont le choix entre 2 choses, la gratitude et le ressentiment. Et la gratitude est toujours gratitude à l'égard d'un monde qui accueille des nouveaux-nés. Donc, vous voyez, c'est qui peut se réconcilier avec la diversité de l'humanité. Dit ça en guise de conclusion, qui est donc à ces 3 tomes. Et je voudrais également aussi, donc, quand je parlais de puissance, d'énergie, c'est qu'aujourd'hui, l'énergie, elle est souvent plus un petit peu dans le pathologique, dans ce dévoiement du lien dont j'ai parlé en citant la psychanalyse à l'envers et en parlant d'emprise. Mais là, la puissance du féminin, il s'agit de réveiller cette considération qui a toujours été là, cette puissance de vie, cette désir de faire de la place aux nouveau-nés, aux nouveaux, mais qui est écrasé par justement la peur et tout ce qui n'étant pas traversé conduit de la peur à la domination. Mais la puissance intensifie l'existence, cette incandescence qui rappelle la joie spinoziste. Alors, je vais finir donc cette longue présentation par 2 citations, mais avant, je dirais que les dangers actuels, qui sont nombreux, les risques de cataclysmes politiques, géopolitiques et aussi l'effondrement écologique, ne viennent pas seulement de l'effondrement de l'espèce humaine, du fait qu'il n'y aurait rien de noble en elle, au contraire, mais du discours de ceux qui nient toute bonté et refusent de reconnaître qu'il y a un modèle de développement qui arrive à son terme et qui questionne aussi notre rapport à nous-mêmes, qui nous donne un rendez-vous en ce sens-là avec des questions métaphysiques. Et pour moi, il appartient à la puissance du féminin en ce sens-là de révéler dans le passé ce qu'il a de meilleur et parfois que nous n'avons pas vécu pour le changer en avenir. Il y a un texte que j'aime beaucoup de Maria Zambrano, et je finirai par un de 2 textes, dont celui-ci. Maria Zambrano qui a fui l'Espagne de Franco et qui a vécu en exil pendant 40 ans. Une femme admirable, avec une grande hauteur de vue, une grandeur d'âme. Et dans Île de Porto Rico, un livre très court, très beau, Nostalgie et espérance d'un monde meilleur, elle dit « De l'échec de notre passé, ainsi que de l'angoisse de notre présent d'Européens, naît l'espérance. L'espérance que germe dans le présent ce que nous n'avons pas été, ce que nous n'avons pas eu. C'est seulement ainsi d'un vaste amour, sans rancœur, embrassant le passé et le présent et les joignant dans un salut commun que peut se réaliser l'impossible.
L'impossible, c'est sortir de ce dont la raison nous dit être esclave. L'impossible, c'est de parvenir à sortir de toutes les antinomies dans lesquelles nous sommes emmêlés. Un texte aussi de Ricoeur, dans la préface qu'il a écrite à la traduction française de Conditions de l'homme moderne de Hannah Arendt que j'ai citée. Si la possibilité du monde totalitaire est à chercher dans une méditation sur le mal radical, la possibilité du monde non totalitaire est à chercher dans les ressources de résistance et de renaissance contenues dans la condition humaine en tant que telle. C'est un petit peu ce que j'ai essayé de démontrer. Je vous remercie. Un grand merci à toi, Corinne. J'imagine qu'il y a des questions, parce qu'il y a quand même pas mal de sujets qui ont été traités ce soir. Donc qui se lance? Quoi, personne? Quand même. Ah, si, quand même. C'est le geste, premier geste qui compte le plus. Je ne sais pas si ma question sera à la hauteur de la conférence qui était très intéressante. Je trouve que vous décrivez très bien, et c'est particulièrement intéressant, les ressorts un peu du totalitarisme. Là où je n'ai pas bien compris, c'est la distinction que vous faisiez entre les différents totalitarismes, de droite, de gauche, voire religieux, voire écologistes, puisqu'on peut aussi parler de totalitarisme écologiste de temps en temps. Oui, c'est une très bonne question. M'a manqué un peu le temps pour distinguer l'autoritarisme du fascisme ou néofascisme. Alors, le totalitarisme, terme qu'on trouve en 40, 41, qui est l'idée d'une idéologie totale, totalisant tout. C'est donc plus que l'autoritarisme, puisqu'il n'y a même pas de bastion de liberté. Mais bon, il y a l'idée aussi d'une idéologie extrême, voire Aron, qu'il a défini comme ça, et qui envahit toutes les sphères de la société. Bien sûr, de droite, de gauche, bon. Il y a une spécificité, selon moi, entre ce totalitarisme stalinien, pour prendre celui de gauche, qui est quand même avec des camps, quoi, au goulag, qui sont quand même terrifiants, qui ressemblent au camp de la mort des nazis. Mais il y a une différence entre le totalitarisme de gauche qui s'appuie sur une doctrine très précise, très cadrée, et le néofascisme, dont j'ai essayé de montrer, mais évidemment ça demande une élaboration, qu'il repose non pas sur un vide de pensée, mais pratiquement en tout cas qui a nécessairement besoin de la haine de l'autre et du racisme pour exister. Alors je ne nie pas qu'il y ait des éléments racistes, antisémites, dans certains totalitarismes, dans le totalitarisme stalinien. Je ne nie pas qu'il y ait ces éléments parfois dans certains courants qu'on va appeler de gauche radicale, mais force est de constater que ces mouvements-là ont une doctrine très établie. Et le problème sera surtout dans l'emploi des moyens illimités, qui est aussi un des caractères du totalitarisme tel que le définit Raymond Aron. Les moyens illimités pour amener un projet, et qui vont passer par le massacre ou le sacrifice des individus, voire Zéro et l'infini de Kessler. En revanche, au niveau du fascisme, les moyens vont être illimités aussi, mais quand il deviendra totalitaire. Mais ce qu'on vit en plus là aujourd'hui, c'est plutôt une manière de saper la démocratie avec les moyens de la démocratie, mais il y a quand même quelque chose il y a certains motifs qui sont toujours là, racisme, antisémitisme, haine des élites, qu'on peut appeler tout le corpus des antilumières, comme Sternel en parlait, c'est-à-dire d'une structure intellectuelle et qui associe un projet politique justifiant la soumission d'une partie de l'humanité à l'autre, niant l'idée d'une unité du genre humain, pourfendant les droits de l'homme, détestant la raison comme outil d'émancipation, et tout cela étant des armes de guerre pour promouvoir un projet de société inégalitaire. Même quand,
dans le cas des Dark Enlightenment outre-Atlantique, même quand il s'appuie aussi sur les technologies où l'individu est rivé à son capital biologique et équipé technologiquement et promeut une société inégalitaire. Donc, mais ça, c'est quand même une structure, mais c'est souvent lié à... L'engouement n'est pas le même. Là, pour le dire en 2 mots, la fascination exercée même par penser aux intellectuels, Sartre, pas longtemps, mais enfin bon, aux grands artistes qui ont été passionnés par le communisme, c'était une fascination intellectuelle, en grande partie. Pas que, mais quand même. Dans les discours, je ne vais pas citer des hommes d'État qui ont actuellement, disons, un discours un petit peu néofasciste, ce n'est pas leur culture, leur programme économique, ni la doctrine bien solide qui explique l'engouement qu'ils suscitent, mais plutôt ce travail sur le vide, sur le narcissisme blessé, c'est plutôt ça. Donc il y a quand même une différence, et je crois que les analogies, le démon de l'analogie, il faut s'en méfier quand on essaie de cerner certains dangers actuels ou certains problèmes, même si il y a des analogies sur certains points que je ne nie pas. Alors pour les écologistes, ça je dirais pas. Je dirais plutôt, disons, une propension à ne pas... c'est toujours là où il y a des éléments autocratiques, c'est quand il n'y a pas suffisamment d'acceptation de la pluralité des points de vue et des intérêts, je vais le dire comme ça, et qu'il peut y avoir du dogmatisme. Mais je crois qu'il faut vraiment distinguer autoritarisme, autocrate, totalitarisme, néofascisme. Je crois que ces distinctions doivent quand même être importantes. Bonsoir. Vous avez une facilité remarquable à brasser les concepts et à être citationnel. Alors, vous avez parlé de la nécessité du sens critique. Alors, moi, je considère, un peu comme monsieur, que, puisque vous avez nommé très facilement et à plusieurs reprises l'extrême droite, il faut aussi nommer l'extrême gauche. Parce que quand on est démocrate aujourd'hui, quand on a une position équilibrée, quand on est un républicain modéré, il faut s'inquiéter aussi bien des identitaires que des diversitaires. Par ailleurs, on peut être, on peut s'intéresser, se préoccuper de l'écologie sans faire partie d'un mouvement politique. Voilà, où on peut très bien être de droite et s'intéresser à l'écologie. Vous avez parlé de la nécessité d'avoir de la considération et de conscientiser. Alors, je vais vous poser une question un petit peu plus personnelle, parce que vous avez insisté notamment sur les rapports de prédation, de domination et d'emprise. On les constate souvent chez les hommes. Et vous avez été membre de la commission scientifique de la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme pendant 3 ans. Est-ce que, à ce moment-là, vous avez conscientisé le fait que cet homme-là a eu des rapports d'emprise, de prédation et des agressions, qu'il a commis des agressions sur des femmes? Parce que quel est votre féminisme et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui pour vous, dans votre esprit, des féministes d'extrême gauche qui ne condamnent pas les viols qui ont été commis sur des femmes en Israël, même en France, en Allemagne, à Cologne, par exemple. Donc, il y a plusieurs féminismes, j'ai l'impression, et il y a surtout une considération à géométrie variable. Donc, je pense que vous avez
un positionnement politique, vous avez un biais particulier. Je suis surtout philosophe, moi. Oui, et je ne suis pas tout à fait française, donc du coup, je suis un peu en dehors des polémiques et de ce ton-là. Non, madame. Non, parce que vous intervenez en France. Non, ouais, je suis désolée. Vous intervenez en France, vous nommez l'extrême droite, et c'est très bien. Je vais essayer de répondre à votre question. Le problème, c'est qu'il y a un peu un contresens par rapport au projet que là j'ai fait. Je ne traite pas de tout. J'ai essayé de travailler sur un sujet qui est expliquer les ressorts de la fascination envers certains mouvements populistes de droite, on va dire, ou d'extrême droite, qui n'étaient pas si évidents il y a peut-être 10-15 ans. Voilà, c'était ce sujet-là. Ça n'exclut pas l'interrogation que vous portez sur tout ce que vous avez dit qui est vrai. Alors moi, j'ai été 3 ans à la Fondation Nature et Homme parce que j'avais été demandé par Dominique Bourg et par mon ancien doctorant Florent Gagneur. Je n'avais pas connaissance de ça et je suis partie au bout de 3 ans avant que le scandale dont vous parlez ait éclaté. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce que vous dites là, c'est autre chose que mon travail. Moi, mon travail, il n'est pas là. Dans ce livre-là, il n'y a pas un mot, il n'y a pas un politique cité. J'essaie de me situer un peu, pas sous spéciaterditatis, mais d'essayer de travailler sur la vulnérabilité particulière des individus, aux solutions autoritaires, alors de tous les bords, vous avez raison, et en particulier à ce qui m'intéressait là, c'est-à-dire à quand même une montée partout dans le monde du nationalisme, on va dire. Voilà, c'est ça qui m'intéressait. Donc je n'ai pas traité tous les problèmes. Maintenant, dire que j'ai des biais, ça c'est quelque chose, d'abord tout le monde en a, mais j'aime pas ce ton-là parce que moi je voue ma vie à l'argumentation, à un travail qui est quand même, que je veux le plus possible débarrasser des polémiques et même d'une carte électorale, si vous voyez ce que je veux dire. En plus, je trouve les polémiques françaises tellement provinciales. Et moi, je suis toujours, très souvent à l'étranger, et il y a des pays qui comptent pour moi énormément, où ces discussions-là ne se retrouvent pas. Donc, du coup, vous voyez, donc je me trouve un peu désarmée devant vos questions. Maintenant, vous avez raison. Il y a des personnes, mais ce n'est pas ce que j'appelle considération, ce n'est pas mon travail. Hein. Le mot considération, pour moi, je l'ai repris à Bernard de Clairvaux, c'est tout un travail. Ce n'est pas du travail de journalisme ou de distribution de bons points ou pas. Mais là où vous avez raison, c'est qu'il y a des personnes qui ont un respect de géométrie variable, qui a, voilà, ça je le regrette autant que vous. Hein. Mais moi, je ne suis pas là-dedans. Mon travail, il n'est pas là-dedans. Mon travail, il est dans un travail de concept, de réflexion. Je ne suis pas journaliste, je ne suis pas polémiste. Il y a d'autres personnes pour ça. Voilà. Non, mais ce n'est pas une critique, même. Vous tombez un peu à côté du travail que je fais. Hein, en me prêtant des idées d'être plutôt de ce côté, comme à la personne qui a posé la question avant. Il y a des mouvements autoritaires un peu partout, il y a du dogmatisme un peu partout, il y a une reconduction de la domination défendue. Voilà. Mais... Non, excusez-moi, quand M. Mélenchon dit l'État, c'est moi, c'est une pensée absolutiste. Oui, mais ce n'est pas mon propos, là. Là, si vous voulez, mon propos n'est pas... Mais bien sûr, mais ce n'est pas mon propos. Mais c'est pas mon propos. Je ne crois pas que ce soit le propos du livre. C'est pas le propos. Je vous invite vous du coup avez sûrement à le raison, lire. mais vous verrez. La question, vous voyez, moi j'essaie de sortir un petit peu de ce terrain-là qui nous envahit, vous voyez, pour prendre un peu de hauteur et pour réfléchir à notre fragilité psychique dans une période où on est soumis à un stress et à une perte d'horizon et où on ne fait pas trop l'expérience d'appartenance à un monde commun, pour le dire, voilà. Quelque chose qui a été diagnostiqué par tout un tas de grands penseurs et c'est ça qui m'intéresse. Alors après, là où il y a une interrogation que je sens un peu dans votre remarque et qui
qui est juste, c'est le fait que comment défendre quelque chose ou sans reconduire la domination. C'est ça aussi, c'est une question que pose Simone Veil. Comment avoir une puissance qui soit pas... ou comment combattre la force sans avoir les mêmes armes que la force? Comment combattre la domination sans la reconduire justement en ayant cette considération ou ce respect plutôt à géométrie variable ou en attaquant certains groupes, vous voyez. Ça, c'est une question qu'il faut poser. Mais je crois que moi, mon travail, il est quand même un peu lié à un effort pour penser à projet universalisable, enfin quelque chose. La question écologique, c'est ça, vous l'avez dit, ça n'appartient à aucun parti, c'est tout le monde. C'est ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, la condition humaine, c'est tout le monde. Ce que je vous propose de toute façon, c'est que vous continuiez la réflexion et voir l'échange en vous procurant le livre qui, grâce à la présence de notre libraire, le Livre Bleu, est disponible à la sortie et vous pourrez ne serait-ce que justement continuer à échanger avec son autrice qui est parmi nous et qui le signera bien volontiers. En tout cas, moi, je tiens à remercier infiniment Corinne Pelluchon, pour son intervention qui est absolument, j'ai trouvé, lumineuse. Merci Corinne. Merci à vous.